Bonsoir. Je suis très heureux ce soir d'accueillir une chère collègue, une chère amie avec laquelle nous avons collaboré il y a pas longtemps, pour ne pas vieillir trop, euh, qui est maintenant à l'Institut universitaire européen à Florence, Virginie Colombier, qui est la spécialiste de la Libye depuis bientôt plus que 10 ans. Ou l'une des meilleures spécialistes de la Libye pour ne pas... Reste un peu plus modeste. Voilà, modeste, qui va partager avec nous ses réflexions ce soir sur les récents événements en Libye, les enjeux internationaux et notamment qui impliquent l'Europe avec le nouveau gouvernement qui vient de recevoir le vote positif du Parlement libyen. Cette formation nouvelle donne beaucoup d'optimisme à certains et d'autres restent un petit peu, comme disait Eli Madi, pessimistes. Emile Habibi, pardon, pessimistes. Pessimistes, c'est le mélange entre l'optimisme et le pessimisme. Je ne vais pas tarder trop à présenter Virginie Colombier. Virginie, elle a avant aussi travaillé sur des sujets précis concernant le monde arabe, notamment la réforme de la sécurité, les questions de la réforme dans plusieurs pays arabes. Et maintenant, elle se consacre aux questions de conflits, et notamment de conflits libyens, et ses retombées dans la région et sur l'Europe principalement. Je te laisse la parole, Virginie. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et à toi. Merci Salam, bonsoir à tous et merci aussi de m'avoir invité. Je suis ravie en fait d'avoir l'occasion de discuter de la Libye en français et devant un public un petit peu différent avec lequel j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger, car l'idée c'est aussi de pouvoir interagir et d'échanger un peu sur ces événements qui sont finalement assez récents. Si on se place du point de vue des développements politiques du dernier mois, et également assez surprenant. En fait, si on avait eu cet échange il y a 1 mois et demi ou 2 mois, j'aurais été la première à ne pas forcément envisager la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, celle d'un gouvernement d'union nationale qui vient d'être nommé, et du coup un processus politique qui prend une forme un peu différente. Mais pour pouvoir discuter de ça de manière un peu plus précise, je voulais peut-être commencer par revenir un peu sur certains moments majeurs et essayer de comprendre, en fait, est-ce que vous voyez l'écran? Oui, bien sûr. Là, on le voit très bien. Comprendre un peu comment on en est arrivé à cette situation très, très surprenante. Un des points tournants du conflit libyen au cours des dernières années a été très clairement avril 2019, avec le lancement par le maréchal Hafter et ses alliés militaires d'une offensive de grande ampleur contre Tripoli, la capitale, avec l'objectif de libérer en fait la ville des milices islamistes et des différents groupes armés qui, selon Hafter et ses supporters, était la principale source d'insécurité et d'instabilité. Donc, ils ont lancé cette offensive militaire avec l'idée de prendre le contrôle de la ville assez rapidement, avec l'idée aussi qu'un certain nombre d'acteurs locaux allaient sans doute changer d'alliance, retourner leur veste et se joindre à eux, ce qui n'a pas été le cas. Et on a eu, durant tout le courant de l'année 2009, à partir d'avril jusqu'à la fin de l'année, une situation d'escalade et intensification du conflit militaire, une internationalisation du conflit et malgré tout un enlisement de la situation sur le terrain avec des destructions de plus importantes, des dégâts en termes d'infrastructures et des dégâts humains de plus en plus importants, mais les forces de Hafter ne parvenaient pas à vraiment s'emparer de la ville et à faire changer les alliances, contrairement à ce qu'il attendait. Donc en fait, fin 2019, on a une situation qui change profondément
Le gouvernement d'union nationale qui était en place depuis fin 2015 à Tripoli, mais qui était contesté par les forces de Haftar, était quasiment sur le point de tomber aux mains des forces de Haftar, soutenu militairement et financièrement par les Émirats arabes unis, les Égyptiens, les Russes. Et une sorte de grand bouleversement se produit à ce moment-là avec le gouvernement turc qui vient au secours du gouvernement de Tripoli et qui donc rétablit d'une certaine manière l'équilibre des forces. Et du coup, on entre dans l'année 2020 dans une situation qui, sur le terrain militaire, continue à s'intensifier avec un rôle croissant des acteurs étrangers, principalement du côté du gouvernement d'union nationale à Tripoli, soutien turc qui est présenté et affirmé de manière très officielle à travers la signature même d'un accord de coopération sécuritaire et militaire, et également d'autres accords dans le domaine économique. Les forces turques qui, en partie, sont également présentes sur le terrain libyen et qui progressivement commencent à emmener également sur le terrain des mercenaires essentiellement venus de Syrie. Du côté des forces de Haftar et de ses soutiens internationaux, on a un rôle croissant, pas croissant, mais un rôle qui demeure très important de la part des Émirats arabes unis, qui interviennent à la fois par le biais de frappes de drones, comme les Turcs par ailleurs, mais aussi par un soutien en termes de fourniture d'armement et parfois on soupçonne, même si les événements n'ont pas toujours été très clairs, des interventions militaires directes par le biais de frappes aériennes. Donc ça, c'est un soutien majeur à Haftar. Et également la Russie qui, de manière indirecte, parce que les autorités russes n'ont jamais confirmé leur présence de manière officielle sur le terrain, mais on a une présence croissante de mercenaires russes de la compagnie privée Wagner qui sont présents sur le terrain à Tripoli et qui apportent un soutien majeur aux forces de Haftar. Donc, on a une situation en 2020 qui s'est un peu équilibrée, mais qui reste extrêmement violente, qui donne lieu à des destructions d'infrastructures civiles et médicales. Il ne faut pas oublier qu'on est en plein dans la crise du Covid et qu'à plusieurs reprises, des infrastructures de santé, des hôpitaux, du personnel médical sont visés, donc ce qui, bien sûr, accentue encore la crise sanitaire. Une crise qui est aussi accentuée par l'impact de la violence sur certains quartiers de la capitale, en particulier la zone sud. Et on a un phénomène de nouveau, parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau en Libye, un phénomène de déplacement interne qui s'intensifie de Tripoli vers d'autres villes, mais également entre certains quartiers de Tripoli. Et on arrive à un moment donné, en 2020, à une situation où il y a plus de 140 000 déplacés internes dans le pays. Le conflit escalade également dans d'autres zones au-delà de Tripoli. Et on a, durant toute cette période-là, une sorte d'échec flagrant des médiations internationales. Vous vous souvenez peut-être de la fameuse conférence de Berlin qui est organisée en janvier 2020 et qui a pour objectif de rassembler autour d'une même table tous les acteurs extérieurs qui sont impliqués directement ou moins directement dans la crise libyenne et d'essayer de trouver un accord entre eux pour qu'ils soutiennent le cessez-le-feu et respectent l'embargo sur les armes qui est d'ailleurs en vigueur théoriquement depuis 2011. Mais cette conférence de Berlin qui effectivement place toutes ces personnes que vous voyez sur la photo ici aux côtés de Angela Merkel, se solde par la publication d'une sorte de déclaration de communiqué final qui n'a pas un poids quelconque, qui n'est même pas signé, c'est juste un élément déclaratoire dans lequel la plupart des acteurs étrangers s'accordent sur le fait qu'il faut cesser le feu et qu'il faut cesser de fournir des armes, mais dans la réalité, exactement au même moment, les avions continuent à fournir de l'équipement militaire aux forces en présence des deux côtés. Et donc, on a très clairement une période durant cette première moitié de 2020 où il semble que, la situation sur le terrain s'enlise et devient de plus en plus violente, mais aussi les acteurs internationaux ou étrangers semblent de plus en plus impuissants à mettre fin à la crise. Donc, comment est-ce qu'on arrive finalement à cette situation actuelle qui est celle d'aujourd'hui, qui est la situation où on a du jour au lendemain quasiment un nouveau gouvernement, un nouveau conseil présidentiel et comme Salam le précisait au début, encore plus important peut-être,
un passage de témoins entre les deux gouvernements rivaux qui s'opposaient depuis 2014 en Libye. On a depuis 2014 une situation qui était une situation de division institutionnelle avec deux gouvernements rivaux, deux parlements rivaux et une compétition entre ces deux, à la fois pour contrôler le territoire, pour avoir une légitimité à l'intérieur du pays, mais aussi une légitimité internationale. Et donc, à chaque fois que des initiatives avaient été prises pour réunifier ces institutions depuis 2014, elles se sont systématiquement soldées par un échec. Aujourd'hui, pour la première fois en mars 2021, on a une situation totalement nouvelle, donc c'est important de comprendre comment on est arrivé là. J'ai inversé un peu mes diapositives. L'élément majeur, en fait, ce sont un certain nombre d'étapes qui se sont produites à partir plus ou moins de l'été 2020 jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au début de l'année 2021. Je pense que les points principaux à retenir, c'est dans un premier temps le rôle clé qu'ont joué la Turquie et la Russie en arrière-plan en fait, du conflit et pour faciliter en quelque sorte une désescalade. Comme on disait, la première moitié de 2020 est marquée par intensification de la violence, enlisement sur le terrain et échec des médiations internationales. Mais il y a un moment précis au début de l'été 2020 où il y a deux facteurs vraisemblablement qui se coordonnent et qui font qu'une réaction au niveau international se met en place. La première chose, c'est un risque considérable de dérapage et d'escalade militaire internationale dans la région centrale de la Libye, qui est vraiment située plus ou moins à équidistance entre la capitale de l'Ouest, Tripoli, et la capitale de l'Est, entre guillemets Benghazi. Cette zone de la Libye centrale, on va revenir peut-être sur une carte ensuite, mais qui se situe autour de la zone de Sirte, qui est l'entrée plus ou moins au croissant pétrolier, donc une des zones fondamentales pour la Libye en termes de ressources économiques et financières. Et donc, il y a une situation là où, après que les mercenaires russes qui soutenaient Haftar se sont brusquement retirés du front en juin à Tripoli, ils se replient dans cette zone de la Libye centrale. Donc ça, c'est un événement déterminant. Ce retrait des mercenaires russes qui soutiennent les forces de Haftar au mois de juin 2020 laisse les forces de Haftar et de son armée nationale libyenne, en tout cas telle qu'il l'appelle lui-même, complètement en situation de faillite. Et ils se retrouvent obligés de fuir et de céder le terrain également dans la zone, en particulier du sud de Tripoli qu'ils contrôlaient. Et la situation militaire et les équilibres, les rapports de force sur le terrain changent complètement. Donc là, une petite parenthèse, ça montre bien le rôle central que les acteurs extérieurs ont joué dans le conflit dans cette période de 2019-2020. Le fait que les mercenaires russes se retirent met complètement en péril toute l'offensive de Haftar sous Tripoli, qui doit se retirer et retirer ses forces dans cette zone très importante stratégiquement de la Libye centrale. On est dans cette période-là dans une sorte de, comme je le disais, de renversement des rapports de force, et le gouvernement de Tripoli, sous l'égide de Fayez al-Serraj, aidé par les Turcs, est très lancé et très optimiste à cette période et amorce un mouvement pour repousser en fait les forces de Haftar plus vers l'est. Et donc en fait, ils ne veulent pas se contenter d'avoir chassé Haftar et ses supporters du sud de Tripoli, mais ils enclenchent un mouvement pour reprendre la ville de Sirte et donc pousser les forces de Haftar beaucoup plus vers leur bastion de l'est. Et donc on a une situation pendant l'été 2020 où vous avez une sorte de concentration des forces à la fois libyennes mais aussi étrangères, des mercenaires dont je parlais également, qui se retrouvent plus ou moins en situation de s'affronter autour de la ville de Sirte. Et tout ça inquiète beaucoup un certain nombre d'acteurs étrangers, que ce soit les Égyptiens qui disent que pour eux c'est une ligne rouge et que si le gouvernement de Tripoli, les Turcs, reprennent Sirte, ils devront intervenir. Donc il y a la crainte d'une intervention égyptienne. Et il y a aussi vraisemblablement un commun accord, ou en tout cas une crainte partagée de la Turquie et de la Russie que la situation dégénère. Et donc ici, il y a vraisemblablement une sorte de coordination entre les deux pour favoriser une désescalade et pour éviter donc que cette situation militaire dans la région centrale de Libye s'embrase
et donne lieu à un conflit qui ne serait plus une sorte de conflit par intermédiaire, une guerre par proxy, mais vraiment un conflit où on aurait un affrontement direct des forces turques, égyptiennes, russes et libyennes sur le terrain. Donc ça, c'est un premier élément qui est un facteur clé, je pense, de la désescalade pendant l'été 2020. Et la Russie et la Turquie, ici, jouent un rôle clé en se coordonnant et en favorisant avec les forces libyennes la conclusion d'un cessez-le-feu. Il y a un autre élément qui est moins souvent mis en évidence, mais qui, je pense, a joué un rôle important, c'est aussi une sorte d'intensification du rôle américain dans la médiation, et essentiellement, vraisemblablement, pour des questions économiques et financières, car ce n'est pas une chose récente. Le conflit, en fait, en Libye a fortement entamé les réserves financières libyennes, a aussi donné lieu à un blocage des exportations de pétrole pendant une grande partie de l'année 2020, et il y a le risque vraiment que l'État libyen entre en situation de faillite, plus ou moins. Et donc, ça incite les Américains, avec les Allemands et la diplomatie, disons, onusienne, celle qui avait travaillé à la conférence de Berlin, à être beaucoup plus actifs et à se positionner vraiment pour essayer de relancer un processus de médiation politique sous l'égide des Nations Unies. Et ce qui correspond en fait à la période durant laquelle Stephanie Williams, qui a pris la suite de Hassan Salamé comme représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, se trouve à assurer l'intérim en fait, de la mission onusienne, et en tandem et en coordination assez étroite avec la diplomatie américaine et la diplomatie allemande, tente de relancer un processus de diplomatie et un processus de médiation entre les parties libyennes cette fois-ci. Donc, on voit que cet été 2020 est un moment clé et permet, parce qu'il y a une désescalade sur le terrain et un cessez-le-feu, donc ça permet en fait de relancer un processus diplomatique, et les Nations Unies, sous l'égide de Stephanie Williams, vont lancer une nouvelle initiative qui est un peu une sorte d'entre-deux entre la conférence nationale qu'avait envisagée Hassan Salamé et qui n'a pas eu lieu à cause de la guerre enclenchée par Haftar en 2019, et un accord entre les chefs, une sorte d'accord entre les chefs de guerre. Il y a toujours eu cette tension en fait entre deux modèles en fait de médiation. Un modèle de médiation qui est essentiellement centré sur, on prend les deux chefs de guerre principaux, en particulier Haftar et Serraj, on trouve un accord entre eux et on considère que c'est ça la médiation, donc un accord entre les chefs, les principaux chefs de guerre, chefs politiques et militaires, ou un modèle qui était celui qu'avait envisagé en parallèle de l'accord entre les chefs Hassan Salamé, qui était un modèle d'essayer d'ouvrir la médiation à une participation beaucoup plus large de la société pour avoir une approche un peu par le bas, dans lequel la société pourrait, un, faire entendre sa voix, et deux, faire pression aussi sur les élites politiques en vue d'un cessez-le-feu et d'un compromis. Et donc, l'initiative onusienne est une sorte de mélange entre ces deux aspects-là. Et c'est ce qui s'appelle, ce qui est appelé le Forum de dialogue politique libyen, en anglais LPDF, qui commence en fait, et c'est une succession en fait de rencontres entre 75 représentants libyens qui regroupent des représentants des deux parlements rivaux, donc celui de l'Ouest et celui de l'Est, et également les principales factions politiques et des représentants de la société. Quand je dis société, c'est société civile au sens européen et société civile au sens Mujtama al-Ahli, la société un peu plus traditionnelle des leaders qui ont une influence sociale, mais qui sont plus des leaders traditionnels. Et donc, ce dialogue politique libyen se déroule en plusieurs étapes, avec un objectif qui est d'arriver à la formation d'un nouveau gouvernement d'unité nationale, de transition, et la préparation d'élections générales pour bien sûr avoir un nouvel exécutif qui soit plus simplement élu par 75 personnes, mais qui ait une légitimité électorale renouvelée. Et contre toute attente, on a donc, comme je le disais tout à l'heure, je reviens peut-être sur cette diapositive-là, le processus fonctionne. Le processus fonctionne, il y a effectivement un accord sur un nouveau conseil présidentiel et sur également un nouveau gouvernement. Donc on a un nouveau dispositif de pouvoir. Auparavant, depuis 2015, vous aviez un conseil présidentiel dont le chef était également le chef du gouvernement.
c'était Fayez Serraj, et bien sûr les oppositions en particulier regroupées autour de Haftar. Dans le nouveau dispositif, vous avez des institutions qui sont séparées autour de deux corps principaux. Le nouveau conseil présidentiel, qui est formé de 3 personnes, un représentant de l'Est du pays, le chef du conseil présidentiel, Mohamed Manfi, la représentante du Sud, Moussa Al-Kouni, et un représentant de l'Ouest, Abdullah Al-Afi. Alors, il y a cette idée d'avoir les 3 régions historiques de la Libye représentées dans ce conseil présidentiel. Donc, il y a un petit côté muhassasa où on essaye de donner une sorte de quota à chaque région historique pour assurer la représentation de ces régions historiques. Et le gouvernement, donc l'exécutif, est séparé de ce conseil présidentiel. Il est dirigé par Abdulhamid Dbeiba, qui est une personnalité peu connue, en tout cas du grand public non libyen, et qui, contre toute attente, donc ce trio plus le chef du gouvernement, est élu par le conseil, par le dialogue politique libyen, alors que tout le monde s'attendait à une formule qui avait été poussée beaucoup par les diplomaties occidentales en particulier, d'une sorte de formule qui aurait mis ensemble sur le même ticket plusieurs des principaux chefs de guerre des 2 dernières années. Et en l'occurrence, le chef du Parlement de l'Est, Aguila Saleh, qui était sur le même ticket et allié avec le ministre de l'Intérieur du gouvernement du gouvernement d'accord national de Tripoli, Fathi Bechara. Et donc, pour beaucoup de personnes, ce ticket était présenté comme le ticket gagnant parce qu'il était présenté comme le plus influent, mais sans doute, il y a eu une sous-estimation du côté extrêmement polarisant en fait, et diviseur de ces figures-là. Et finalement, contre toute attente, le dialogue politique a décidé d'exclure, de ne pas voter pour ces figures-là, aussi parce que la figure de Bechara mettait en colère tout le monde dans l'Est et que la figure de Aguila Saleh mettait en colère beaucoup de monde dans l'Ouest. Et donc, il y avait un tel effet polarisant à cette liste qu'on a finalement cette liste de personnages un peu plus méconnus, Menfi et Abdulhamid Dbeiba, qui sont finalement élus. Donc, c'est une situation très nouvelle, qui est celle dans laquelle on se trouve aujourd'hui, qui est pour la première fois celle d'un processus de médiation onusien qui donne effectivement naissance à un gouvernement unifié. Et c'est quand même un pas important, parce qu'il ne faut pas oublier, comme je le disais tout à l'heure, que depuis 2014, la Libye n'a jamais eu un seul gouvernement unifié reconnu, avec des membres du gouvernement qui sont capables de se déplacer entre Tripoli, Benghazi, Sabha, Koufra, et qui n'ont pas de problèmes de sécurité majeurs et qui ont la capacité à être en relation avec un certain nombre de communautés de part et d'autre des divisions politiques et de part et d'autre des principales factions du conflit. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement nouveau et qui évidemment est perçu comme un point extrêmement positif et un facteur d'optimisme pour la suite et pour la suite du processus de transition politique. Il y a quand même un certain nombre donc, je ne sais pas, ce n'est pas la peine de revenir peut-être là-dessus, mais comment expliquer ça, très brièvement. Il y avait, je pense, un certain nombre de facteurs qui ont expliqué que ce résultat a été possible, même si, encore une fois, très peu de personnes avaient envisagé que cette médiation allait arriver à un résultat positif. Un des facteurs qui sans doute ont joué, il y avait la perspective d'une transition à la tête de la mission onusienne. Stephanie Williams devait avoir son mandat qui venait à son terme et beaucoup en Libye sentaient que s'ils perdaient l'opportunité d'arriver à un accord sous l'égide des Nations Unies dirigée par Stephanie Williams, la personne qui allait venir ensuite allait mettre beaucoup de temps à relancer un processus et qu'il y avait un risque que le dossier libyen perde un peu de son intérêt. Donc ça a sans doute un peu stimulé, disons, les participants libyens à trouver un accord. Le deuxième point, comme je disais, c'est un investissement diplomatique américain beaucoup plus fort, en dépit du fait qu'on était toujours sous la présidence... comment ça ? Je pense que j'arrivais à oublier son nom, Trump.
pardon, on était toujours sous le mandat de Donald Trump, mais l'ambassadeur américain en particulier s'est montré extrêmement actif durant une grande partie de l'année 2020 et a sans doute joué un rôle en particulier sur le dossier économique. Et comme je te dis tout à l'heure, il m'excuse pour la faute d'orthographe, des intérêts russes et turcs qui aussi convergeaient vers une désescalade du conflit et une situation peut-être un peu plus de partage des gains que d'intensification du conflit. La situation économique et financière côté libyen était également très inquiétante. Et ensuite, on a au début d'année un nouveau contexte international qui, avec l'arrivée au pouvoir de Biden et les positions un peu différentes en termes de politique internationale, peut-être ont aussi pressé les acteurs libyens à trouver un accord avant que la situation ne change fondamentalement. Je vais ajouter un point qui est attente de la population, qui peut paraître très marginal parce que jusqu'à présent, les attentes de la population n'ont pas été souvent prises en compte. Mais il y a malgré tout un aspect qui a joué, je pense, de la part d'un certain nombre, à la fois des participants au dialogue politique, mais aussi un certain nombre d'acteurs, l'idée que la crise était en train de devenir tellement forte que, en termes de légitimité pour les acteurs politiques, ça commençait à devenir également problématique. Et donc, tous ces éléments-là, un peu combinés, permettent sans doute d'expliquer pourquoi un accord a été trouvé. Mais je pense que la dimension, là aussi, extérieure est également importante et peut-être à prédominer sur la dimension domestique. Et qu'en tout cas, le rôle de certains acteurs extérieurs, en coordination avec certains réseaux libyens, ont réussi à faire pencher la balance en leur faveur. Et là, ça m'emmène à un point rapide sur le nouveau gouvernement, sur le profil du nouveau gouvernement. Et il est très intéressant de voir que finalement, les figures qui sont dans ce nouveau gouvernement et représentées par le Premier ministre Dbeibah ne sont pas des figures qui ont joué un rôle majeur dans le conflit au cours des dernières années. Dbeibah lui-même est un homme d'affaires. Et d'ailleurs, ce gouvernement est souvent présenté comme le gouvernement des businessmen, un gouvernement des hommes d'affaires. De gens qui ont des profils, plusieurs en tout cas, ont joué des rôles importants à l'époque de Kadhafi dans les milieux économiques, dans les dossiers, par exemple, en charge de construction, de conclusion des contrats sur les questions d'infrastructure, par exemple. Et donc, il y a une probabilité très forte que cette dimension-là ait joué un rôle, qu'en fait, ces nouveaux membres du gouvernement ont un profil moins polarisant, comme je le disais, qu'ils ont réussi à se rapprocher et à se reconnecter avec certaines sphères liées à l'ancien régime et qu'ils ont, de ce fait-là, et par le biais de ces réseaux aussi, un peu plus d'entrée avec un certain nombre d'acteurs et de communautés en Libye et à l'extérieur. Et certainement, on peut s'attendre à ce que ce profil du gouvernement et le profil de Dbeibah lui-même donne une grande importance à la question économique. Et plusieurs collègues et amis qui en Libye plaisantent toujours en disant c'est la première fois en Libye qu'on a un gouvernement des hommes d'affaires. Mais je pense que c'est quelque chose à prendre également assez sérieusement. Et on le voit d'une certaine manière à travers l'enthousiasme et la multitude de délégations européennes et étrangères qui se sont pressées à Tripoli au cours des 2 dernières semaines. L'ambassade de France a réouvert son ambassade pour la première fois, a été fermée depuis 2014, a été réouverte hier. On a une visite commune des ministres des Affaires étrangères français, allemands et italiens. Le ministre des Affaires étrangères italien s'est rendu à Tripoli 2 fois en l'espace de 10 jours. Et on voit que la perspective d'une relance, en particulier du milieu des affaires, de l'économie, des contrats et de la réhabilitation économique libyenne est quelque chose qui aujourd'hui va jouer un rôle central dans les prochains mois. Malgré tout, il y a un peu des limites à cet enthousiasme et je vais essayer de rapidement évoquer certains points. Tout d'abord, les limites, c'est que la Libye, sur le plan militaire, reste divisée. J'allais dire en 2, mais en fait, c'est un petit peu plus compliqué. Mais disons que vous avez 2 zones d'influence majeures. La zone d'influence, c'est une carte qui a été réalisée en fait en décembre et donc
Elle n'est pas complètement actualisée, mais ça vaut malgré tout parce que quand on a écrit gouvernement d'union d'accord national et forces de Haftar, les forces qui tiennent le terrain restent malgré tout les mêmes groupes armés. Donc vous avez du côté ouest, en gros la zone qui aujourd'hui, qui est ici représentée en vert, une domination de groupes armés qui étaient alliés au gouvernement de Faiz Serraj, donc à la faction Tripoli, disons, dans le conflit des 2 dernières années. Et vous avez également donc, le positionnement des principales forces militaires et le positionnement des bases turques. Donc vous avez ici la base militaire aérienne de Watia dans la région de Jebel Nefoussa, une présence militaire turque à Tripoli et une présence militaire turque à Misrata. Dans la zone, donc l'autre partie, la zone est, qui correspond à la zone de domination des forces alliées au général Haftar, vous avez la même chose, vous avez des groupes armés divers qui sont structurés sous le chapeau en fait, du commandement général de l'armée de Haftar, mais vous avez également une présence militaire russe assez importante. Et vous avez en particulier la base aérienne de Joufra, qui est tenue par les Russes. Vous avez une présence militaire russe très forte à la base aérienne et militaire de Gardabiya, à l'aéroport de Sirte, et également dans la zone du croissant pétrolier et dans la zone proche de Benghazi. Donc, ça vous montre que la situation sur le terrain, alors qu'on a une situation où les institutions politiques ont été réunifiées, la situation... Pardon, Virginie, je vois que tu parles sur la carte de force sudanaise. Tu peux nous dire 2 mots là-dessus? Oui, bien sûr. Alors en fait, dans l'alliance de Haftar, j'ai parlé de mercenaires et j'ai insisté essentiellement sur les mercenaires russes de la compagnie Wagner, ce qui correspond ici à Wagner Group. Mais en fait, au cours de l'année 2020, et c'est reste le cas en 2021, les forces de Haftar ont également été appuyées par des mercenaires venant d'autres pays. Donc il y a des contingents soudanais qui sont importants et qui sont positionnés en particulier dans certaines zones autour de Sirte. Donc ça, c'est important, qui ont été aussi déployés pour sécuriser certaines installations pétrolières. Mais vous avez également des mercenaires, ils ne sont pas présentés ici parce qu'ils jouent un rôle un peu moindre. La carte était réalisée pour se concentrer sur Sirte, nigériens, tchadiens et d'un certain nombre d'autres pays de la région. Ce qui évidemment est un point majeur dans le contexte actuel, c'est que un des points qui est toujours en discussion et qui reste très problématique à affronter, c'est non seulement la question de la situation sur le terrain, la situation militaire et du contrôle sur les groupes armés affiliés aux 2 camps. Il est peu probable pour l'instant que le gouvernement d'union nationale parvienne à asseoir son autorité sur les groupes qui auparavant étaient liés à l'armée de Haftar et à l'armée liée au GNA. Mais aussi, vous avez une présence de plusieurs milliers de mercenaires, donc essentiellement syriens du côté de l'ex-gouvernement de Tripoli, mais également syriens et aussi russes, soudanais, tchadiens, etc., d'autres nationalités du côté de Haftar. Et ça constitue un problème majeur parce que les discussions sur ce point-là n'avancent pas du tout. Je vais y revenir un petit peu plus tard, juste avant de conclure. Simplement sur la situation militaire, donc vous voyez qu'il y a encore pas mal de points à affronter et de choses problématiques à gérer. Si on veut penser un peu aux perspectives de futur et quels vont être les principaux défis en fait pour ce gouvernement. Évidemment, il y a la dimension économique et j'en ai déjà parlé un petit peu. Le focus va vraisemblablement être mis sur la réunification des institutions, en particulier la Banque centrale qui est aussi divisée depuis maintenant plusieurs années, et un certain nombre de réformes macroéconomiques. Déjà, depuis quelques jours, le gouvernement a annoncé vouloir faire une réforme fondamentale de la question des subventions sur le carburant en particulier, parce que ça donne lieu à beaucoup de trafic. Et donc, l'idée est d'affronter cette question au plus vite. Mais évidemment, comme on peut s'y attendre, ça pose beaucoup de problèmes et la population est déjà extrêmement hostile à ça. En tout cas, une partie.
La question de la relance de la production des exportations d'hydrocarbures, qui va être une chose prioritaire parce que c'est la contribution fondamentale au budget de l'État. Et la question des contrats et, comme je le disais, de la réhabilitation économique. Et là-dessus, il semblerait que le gouvernement ait beaucoup de projets et soit très bien lancé. En parallèle à ça, c'est bien sûr lié à la situation économique et financière. La population attend un certain nombre d'actions, de politiques d'urgence en fait, pour affronter certaines crises majeures, en particulier la crise de l'électricité. On plaisantait avec Salam avant de commencer cette présentation, mais beaucoup de Libyens comparent la situation aussi à celle du Liban, où vous avez des blackouts qui peuvent durer jusqu'à 10 heures, 12 heures dans certaines villes. Donc ça pose évidemment beaucoup de problèmes en hiver quand il fait froid parce qu'il n'y a plus de chauffage, et en été quand il fait chaud parce que les climatisations ne fonctionnent plus. Accès également aux services Internet, tout le monde n'a pas de générateur. Et donc cette crise de l'électricité est quelque chose qui a vraiment rendu la vie des Libyens assez infernale. La question du versement des salaires du secteur public, qui est également un facteur de crise majeur parce que vous avez des fonctionnaires qui n'ont pas reçu leur salaire pendant 4 ou 5 mois d'affilée. Et bien sûr, la crise Covid-19 qui a un impact sanitaire, mais aussi un impact économique, parce que les mesures de lockdown ont très, très fortement affecté toutes les petites entreprises et les gens qui travaillent dans le secteur informel, qui ont dû cesser leurs activités pendant des longues périodes et qui ont du coup subi des pertes de revenus majeures. Donc ça, c'est un des aspects des principaux défis qui vont devoir être affrontés par le gouvernement, et on voit que ce sont quand même des sujets majeurs. Un autre point, pas des moindres, est la question politique. Comme je le disais au début, le gouvernement qui a été nommé il y a 2 semaines, est censé être un gouvernement intérimaire qui doit organiser d'ici la fin de l'année des élections générales. Or, on pourra y revenir, il y a des problèmes majeurs. Déjà, est-ce que les principaux acteurs concernés, le chef du gouvernement et ses soutiens, vont être particulièrement focalisés sur cette question de l'organisation des élections? Il est possible que déjà, certains nombres de personnes parlent d'un possible report. Mais surtout, pour pouvoir organiser effectivement les élections et faire en sorte que ça fonctionne, il y a tout un tas de problèmes d'ordre légal en particulier qui ne sont pas réglés. Le pays n'a pas de constitution, en dépit du fait qu'une assemblée constituante a été élue en 2014. Mais il y a un projet de constitution qui a été finalisé, mais qui suscite toujours des oppositions fortes. Et donc, ce projet n'a pas été adopté. Vous avez donc un projet d'organisation des élections d'ici à la fin de l'année, sans cadre constitutionnel et donc sans idée de quelles vont être la répartition des compétences entre les principales institutions politiques, sans accord en fait sur les règles du jeu de manière fondamentale. L'autre point, il n'y a pas non plus de loi électorale, il y a des débats et des conflits majeurs sur le découpage électoral qui favorise une sorte de carte politique tribale. Donc toute cette question politique et de l'organisation des élections est problématique. Et le temps est extrêmement court pour résoudre tous ces problèmes-là, qui sont bloqués, encore une fois, comme la Constitution, par exemple, ne sont pas bloqués pour des questions techniques, ils sont bloqués pour des contentieux politiques majeurs sur des points qui n'ont jamais été vraiment résolus ou sur lesquels un consensus n'a jamais été trouvé entre les différentes communautés et les différentes factions libyennes. Et finalement, le dernier point sur lequel je voudrais insister, qui est également un point extrêmement important, si on parle et si on voit maintenant la réunification des institutions politiques, les institutions militaires ne sont pas réunifiées, comme je vous le montrais dans la carte précédente. Le poste de ministre des Affaires étrangères, de ministre de la Défense, n'a pas été pourvu dans le gouvernement. C'est le Premier ministre lui-même qui a pris cette fonction de ministre de la Défense, parce qu'on peut déjà anticiper de prochains conflits et des problèmes avec la question aussi de la position du chef d'état-major des armées, que général Haftar n'a pas visiblement l'intention de céder. Et donc vous avez une situation un peu de compromis dans laquelle il semble que, en tout cas dans l'avenir proche, on reste dans une structure sécuritaire
où vous avez d'un côté un appareil sécuritaire organisé et contrôlé depuis l'ouest du pays et un appareil sécuritaire organisé et contrôlé depuis l'est et qui resterait sous l'égide ou sous le contrôle de Haftar et de ses proches parce qu'en fait l'armée nationale libyenne telle qu'elle est appelée est aujourd'hui devenue une sorte d'institution de famille. Un deuxième point majeur, c'est la question de l'insécurité croissante. Au cours des 2 ou 3 dernières semaines, il y a eu une série d'assassinats de figures de la société civile à Benghazi, de nouveau, comme pendant la période 2012-2013, et également des sortes de règlements de compte entre chefs de groupes armés à Tripoli. Donc vous avez une situation qui, sur le terrain sécuritaire, commence à se dégrader de manière assez inquiétante. Et le troisième point, c'est comme on l'évoquait auparavant, la situation des mercenaires qui auraient dû déjà quitter le territoire selon les termes de l'accord de cessez-le-feu conclu durant l'été et finalisé en octobre, mais qui sont toujours là. Alors, il semblerait que le gouvernement turc soit en négociation avec le nouveau gouvernement d'union nationale pour renvoyer les Syriens, mais encore une fois, la question de comment les Turcs peuvent gérer cette question et peuvent gérer ce problème est un peu différente dans la mesure où ils ont un accord de coopération formel avec le gouvernement. Donc, ils peuvent plus facilement discuter de ces questions-là, faire en sorte que les mercenaires syriens partent, tout en maintenant une présence militaire sur le terrain, puisqu'ils ont cet accord de coopération et donc des militaires turcs peuvent rester sur le terrain. Pour le côté pro-Haftar, c'est un peu plus compliqué parce que la présence russe n'a jamais été avalisée et rendue formelle, en fait, rendue officielle par le gouvernement de Moscou. Et donc, la question des mercenaires russes est problématique pour cette raison. Et la question des mercenaires des autres nationalités, qu'ils soient syriens, soudanais en particulier, est également problématique parce que les forces de Haftar dépendent d'eux. Ils ont un problème de main-d'œuvre, entre guillemets, militaire qui fait qu'ils ont une sorte de pénurie de combattants. Et donc, s'ils veulent conserver leur rôle prédominant sur le terrain, ils ont besoin de soutien. Et deuxièmement, les pays d'origine de ces mercenaires n'ont pas particulièrement envie de voir revenir, en particulier quand on parle du Soudan, du Tchad ou du Niger, des membres qui souvent des membres de groupes armés qui souvent appartiennent à l'opposition en fait des régimes en place. Et donc vous avez une situation très compliquée qui nécessiterait vraisemblablement aussi des discussions au niveau international pour ce qui touche à la question des mercenaires. Et donc comme vous le voyez, des pas positifs qui ont été accomplis, mais également un certain nombre de défis majeurs qui vont devoir être affrontés rapidement, avec un risque c'est que la communauté internationale, ou en tout cas les acteurs extérieurs qui ont joué un rôle majeur pour pousser à cette formation d'un nouveau gouvernement, considèrent un peu que la mission est accomplie et aient tendance à relâcher leurs efforts et relâcher la pression. Alors que vraisemblablement, pour pouvoir répondre à ces défis qui sont importants, que je viens d'évoquer, il faudrait au contraire que la pression sur les acteurs libyens et sur certains acteurs extérieurs soit accrue au lieu que l'on considère que la mission a été accomplie et que maintenant on peut s'intéresser à un autre dossier. Voilà, je m'arrête là. J'espère que c'était pas ni trop rapide ni trop confus. Et non, c'était très clair. C'était très clair. Merci beaucoup, Virginie. Justement, tu terminais en évoquant le cas Haftar, qui n'a pas l'air de vouloir céder. Mais comment tu expliques qu'une résolution politique a été conclue sans prendre en compte ou en considération les aspects militaires et sécuritaires par les belligérants, ceux qui sont impliqués dans la réconciliation, ceux qui l'ont contrôlé, ceux qui l'ont soutenu, notamment les États-Unis et les Nations Unies, parce que l'Europe, ne parlons pas. Alors, tout d'abord, il y avait des représentants indirects de Haftar, comme je le disais, des principales factions au sein du dialogue politique, du forum de dialogue politique. Haftar était représenté par des personnes proches de lui ou en tout cas en bon contact, de la même manière qu'un certain nombre d'autres factions.
Ce qui semble s'être produit, c'est que dans le cadre de la rivalité qui opposait Haftar dans l'Est avec Aguila Saleh, le chef du Parlement, qui depuis déjà un certain temps était en conflit plus ou moins latent, plus ou moins ouvert, Haftar était très mécontent des initiatives de Saleh pour le doubler et aurait vraisemblablement appuyé la liste également de Dbeiba pour faire échec à celle de Aguila Saleh et Fathi Bechara. Donc il y a eu tout un tas d'arrangements et de négociations en coulisses dans le cadre du forum de dialogue politique pour descendre, pour faire échouer la liste des principaux deux protagonistes Est et Ouest, Bechara et Aguila Saleh. Donc, il semblerait que Haftar a participé aussi à ce jeu-là. Mais il ne faut pas oublier que le dialogue politique n'est pas le seul, je ne l'ai pas mentionné très, très longuement ici, mais ce n'est pas le seul axe, en fait, de la médiation. Ça, c'était vraiment censé être ce qu'on appelle le track politique, enfin la voie politique, et qui avait pour objectif de réunifier les institutions politiques, de se mettre d'accord sur la question d'une sorte de charte nationale, une sorte de contrat social à l'échelle nationale, se mettre d'accord sur l'organisation à relativement brève échéance d'élections générales, et 3, de former un gouvernement d'union nationale. Donc ça, c'est le volet politique. Mais dans le même temps, il y a 2 autres volets qui, depuis la conférence de Berlin, ont continué à être développés avec des acteurs différents, mais sur le plan sécuritaire. Donc, il y a aussi un volet très important qui a été lancé en février, mais qui s'est activé essentiellement après la signature du cessez-le-feu pendant l'été 2020, et qui s'appelle le comité conjoint 5+5. Et qui en fait était fait de représentants militaires, 5 représentants militaires nommés par Haftar pour le camp LNA, Armée nationale libyenne, entre guillemets, et 5 représentants militaires qui étaient censés représenter le gouvernement de Fayez al-Sarraj. Et donc, ce 5+5 s'est réuni à de nombreuses reprises en parallèle du forum de dialogue politique pour discuter des points précis, comme par exemple les détails en fait de la mise en œuvre et de la continuation, disons consolidation du cessez-le-feu, la question de l'évacuation des groupes armés de part et d'autre, loin en fait de la ligne de front qui n'a jamais été une ligne directe, mais disons renvoyer les différents groupes armés libyens dans leurs bases respectives, c'est aussi quelque chose qui est négocié, assurer le départ des mercenaires, et également un autre point fondamental, c'est la réouverture de la route qui lie la ville de Sirte à la capitale Tripoli, qui est la route de la côte en fait, et qui est fermée depuis maintenant plus d'1 an en raison du conflit, parce qu'elle a été minée en particulier par les combattants du côté Haftar et par les mercenaires russes, et que c'est ça a un impact majeur sur la vie économique et sur la situation à Sirte. Donc, ces discussions au sein du comité conjoint 5+5 continuent jusqu'à aujourd'hui, mais jusqu'à présent n'ont pas abouti à des résultats particulièrement satisfaisants sur tous les points que je viens d'évoquer. La route n'a pas été rouverte, les mercenaires ne sont pas partis, et il n'y a pas non plus d'accord sur un retrait progressif des forces. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu une déconnexion, mais disons que les 3 volets, le troisième étant le volet économique, se sont poursuivis avec, entre guillemets, des groupes de travail différents qui étaient censés avancer progressivement sur les 3 thématiques. Aujourd'hui, évidemment, il faudrait on s'attend à ce que le gouvernement d'union nationale coordonne également ses efforts avec le comité conjoint 5+5 et travaille sur cette question de la réunification des institutions sécuritaires. Pour l'instant, on n'a pas l'impression que ce soit un sujet prioritaire. Il n'a pas été beaucoup évoqué par le nouveau gouvernement, et très vraisemblablement parce que c'est un sujet extrêmement sensible pour les 2 camps, en fait, et en particulier par les partisans de Haftar. Et donc, il y a des craintes qu'en poussant trop sur ce sujet, la situation puisse dérailler. Tu as évoqué le rôle important de la diplomatie américaine, notamment
l'ambassadeur. Est-ce que tu confirmes le fait que la France a perdu complètement son pari sur Haftar? Et à cette occasion, j'évoque une fois une discussion avec un diplomate français qui me disait, oui, nous soutenons Haftar, mais pas jusqu'à à la limite qu'il n'arrive pas au pouvoir. C'est-à-dire, il arrive à la porte du palais, on arrête notre soutien. On ne veut pas qu'il accède au pouvoir. C'est quoi comme stratégie d'après toi? Bon, je pense qu'il y a eu beaucoup comment dire, de mauvais calculs qui ont été faits autour du personnage de Haftar, pas seulement par la France d'ailleurs. Quand on voit les Égyptiens se sont également mis dans une sorte de piège pendant longtemps soutenant Haftar, puis se rendant compte que c'était peut-être pas la carte à jouer et en se retournant entre guillemets contre lui et en soutenant Aguila Saleh. Les Russes, de la même manière, disaient déjà depuis plus de 2 ans, j'ai des souvenirs de conversations avec des officiels qui disaient, on sait très bien que Haftar ne peut pas être la solution, mais on n'a pas d'alternative. Donc ça, c'était un peu... Ils disent la même chose pour Bachar al-Assad en Syrie. Voilà. Donc il y a un peu cette idée, on est favorable à une certaine forme de stabilité, qui est restauration de l'ordre par la force s'il le faut, mais la stabilité avant tout. Haftar n'était pas vraisemblablement quelqu'un qui inspirait grande confiance, ni dans ses capacités, ni dans son comportement de manière générale, mais il a été dit plusieurs fois, il n'y a pas d'alternative. Et je pense que ça a été un peu un raisonnement qui a été fait par beaucoup d'acteurs extérieurs, qui étaient complètement focalisés sur aussi la lutte contre le terrorisme. Il ne faut pas oublier qu'en France, à partir de 2015, il y a eu cette sorte d'obsession de la lutte contre le terrorisme. C'est les lendemains de l'attentat du Bataclan. Il y a tout un cadre en fait idéologique presque qui joue un rôle majeur dans la décision ou le choix de privilégier la carte Haftar. Il y a aussi très clairement, je pense, une sorte de vision du monde de la part d'un certain nombre d'officiels de la défense qui ensuite ont émigré dans d'autres positions, mais disons de gens proches des lieux de décision qui étaient très proches en fait de cette vision de l'ordre et de la stabilité qu'on voit dans d'autres pays de la région, si on parle par exemple de l'Égypte ou des Émirats, et cette idée d'une restauration de l'ordre qui ne peut se faire que par la force et que par le biais d'un homme fort, et pourquoi pas par un militaire, parce que c'est la seule manière de mettre fin au désordre actuel. Donc il y a eu cette vision du monde, en fait, un peu de l'homme fort et de la restauration de la stabilité, selon un certain concept. Et pour ce qui concerne la France, il y a un troisième point aussi qu'il faut prendre en considération parce qu'il est très important, c'est aussi le partenariat stratégique qui lie la France et les Émirats arabes unis et qui fait que l'influence émiratie sur la décision politique française, en particulier en termes de politique étrangère, mais malheureusement sans doute aussi en termes de politique intérieure, a joué un rôle extrêmement important et que la position émiratie dans le conflit libyen a été très favorable et reste d'ailleurs très favorable à Haftar jusqu'à aujourd'hui et donc a très fortement influencé aussi la position française qui vraiment est très 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 étroitement liée ici à la position émiratie pour des questions, comme je le disais, de partenariat stratégique, pour des questions qui sont devenues aussi progressivement idéologiques et qui font qu'aujourd'hui, la France se retrouve dans une situation un peu problématique où, comme beaucoup d'autres, elle a été surprise, je pense, des résultats du dialogue du Forum de dialogue politique libyen. Elle avait amorcé un rapprochement au cours des derniers mois avec le ministre de l'Intérieur du gouvernement de Fayez al-Sarraj, Fathi Bechara, qui se présentait un peu comme le sorte de pendant de Haftar en termes de maintien de l'ordre et de la sécurité. C'était le ministre de l'Intérieur. Il avait fait beaucoup d'efforts pour démontrer qu'il voulait professionnaliser les forces de sécurité à Tripoli, vraiment remettre de l'ordre d'une autre manière, mais aussi cette idée de la restauration de l'ordre. Et les Français avaient tenté, en fait, assez avec, d'ailleurs, ça faisait aussi un peu rire un certain nombre de collègues libyens qui disaient brusquement, du jour au lendemain, il y a une sorte de réconciliation de la France avec le gouvernement de Serraj et avec Béchara en particulier. Et donc, il y avait sans doute cette idée qu'il pouvait être, faire partie du ticket gagnant. Et donc, la France, au terme du forum de dialogue politique, mais encore une fois, vraiment comme beaucoup d'autres, s'est sans doute trouvée un peu prise au dépourvu
que le pari qui avait été fait sur ce tandem Aguila Saleh et Fatih Bechara n'a pas fonctionné. Il s'est retrouvé obligé de se réadapter et de renouer en fait des contacts avec un certain nombre d'acteurs. Le point positif, c'est que plusieurs figures du nouveau gouvernement et du Conseil présidentiel ne sont pas des inconnus en France. Quelqu'un comme Moussa Kouni, le représentant du Sud au sein du Conseil présidentiel, est quelqu'un qui est très connu de la France depuis longtemps. C'est un acteur assez important. Et on voit au cours des dernières semaines la France participer de la même manière que tous les acteurs européens, occidentaux et les autres à cette sorte d'enthousiasme et de course effrénée pour se rapprocher du nouveau gouvernement, avec très clairement l'idée aussi que ce gouvernement va être un gouvernement des nouveaux contrats et des perspectives économiques et financières. Et donc là, on voit que la course s'est vraiment lancée. L'ambassade de France qui devait être réouverte depuis déjà un certain temps, mais les dates avaient dû être modifiées pour tout un tas de raisons sécuritaires sur le terrain, a finalement rouvert hier officiellement avec une sorte de grande visibilité. Et on voit bien que là, il y a un intérêt à profiter en fait de cette onde nouvelle et de ce changement d'atmosphère. Il n'en reste pas moins que je crois que la réputation de la France, en particulier dans les milieux plutôt proches de l'ancien gouvernement JNE et dans beaucoup de communautés, disons, de l'ouest de la Libye, a un énorme déficit de crédibilité et de réputation à combler. Personnellement, j'ai même moi des gens que je connais depuis des années, avec qui on est en très bons termes et qui plaisantent moyennement en me disant, tu sais, avec ton passeport français, c'est peut-être pas le moment encore de revenir à Tripoli. Il va te falloir du temps pour te sentir un peu tranquille. Donc très clairement, il y a beaucoup aussi de gens qui sont pas du tout contents de ce repositionnement français. Mais il y a aussi beaucoup qui voient les intérêts et la recomposition du jeu sur le plan économique. Et je pense que ça va jouer un rôle majeur dans la recomposition des réseaux et des acteurs influents dans les prochains mois. Et ça va être peut-être la course avec l'Italie. L'Italie qui a parié sur le cheval plus ou moins gagnant. Bon, l'Italie a un peu parié sur le cheval gagnant, puis a abandonné le cheval, a couru après l'autre cheval et est revenu à l'écurie. Donc l'Italie a eu un peu des moments des sortes de passage à vide. Mais disons que traditionnellement, et pour des raisons très évidentes d'intérêt et de priorité stratégique, les Italiens, j'allais dire le gouvernement italien, mais disons les différents acteurs impliqués dans la politique étrangère italienne, sont plutôt proches des milieux et de certains réseaux de l'ouest de la Libye, parce que c'est ceux qui sont fondamentaux pour leurs intérêts énergétiques, et c'est ceux aussi qui sont fondamentaux pour le contrôle des réseaux migratoires. Et donc les liens existent, ils sont profonds, et c'est plus ça, je pense, qui joue un rôle plutôt que les changements de Kazakhs et les changements de chevaux. Mais c'est vrai que l'Italie a essayé à un moment donné de se rapprocher de Haftar, puis est revenu. Ça a été une diplomatie un peu hésitante. Mais juste un petit point, la compétition sur le terrain économique ne va certainement pas se limiter à une compétition entre la France et l'Italie. Les Allemands aussi sont également assez présents et se montrent particulièrement actifs déjà depuis un certain temps, même sur le plan diplomatique, ils avaient commencé à jouer un rôle. Mais il ne faut pas oublier que et la Russie et la Turquie avaient déjà des intérêts économiques majeurs avant 2011. Ils ont des millions de dollars de contrats gelés dans le cas et de la Russie, mais encore plus de la Turquie. Donc, il y a très clairement un intérêt à relancer le partenariat économique, à renouer, à faire dégeler en fait certains contrats qui avaient été bloqués, à en lancer d'autres. Et la Chine avait également joué un rôle dans la période pré-Kadhafi, pré-2011, pardon. Et on peut s'attendre, pour les Égyptiens également, il y a un enjeu majeur, surtout si dans le secteur de la construction, il y a une relance qui permet de renvoyer un certain nombre de travailleurs étrangers, de travailleurs égyptiens en Libye. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui ont un intérêt à cette relance économique.
et à cette redistribution des cartes. Le seul peut-être qui vraisemblablement n'a pas cet intérêt-là, ce sont les Émirats, qui n'ont pas absolument d'intérêt dans le domaine économique, si ce n'est peut-être même à empêcher que les choses repartent. Mais disons qu'ils n'ont pas, à la différence de la Turquie, de la Russie, des Émirats, des Français ou des Italiens, pour ne citer que, d'intérêt économique majeur et d'intérêt à ce que la transition se passe tranquillement. Avant de passer aux questions de notre cher public, j'aimerais juste revenir sur cette alliance assez étrange pour certains, mais pour moi c'est tout à fait normal, entre Haftar et des groupes radicaux que devant eux l'État islamique devient des amateurs en matière d'obscurantisme. Et cela n'a pas gêné du tout la France de soutenir Haftar. C'est-à-dire si on considère que le soutien à Haftar, ça va arrêter l'avancée des groupes islamistes qui trouvent un peu du terrain dans l'Ouest, et le Warfali qui vient d'être assassiné à Benghazi, ça représentait quoi ce chef de milice salafiste la plus radicale qu'on peut imaginer, qui est aussi active au Yémen, qui se vante devant les caméras d'assassiner à bout portant des prisonniers. Et il était le bras droit de Haftar. Bon, c'est un point extrêmement important, effectivement, et qui rejoint bien un peu deux points qu'on a évoqués. On n'a pas vraiment évoqué d'ailleurs. Haftar, qui a, à partir de 2014, joué à fond la carte de l'antiterrorisme et de la lutte contre les groupes extrémistes. Déjà, quand il a lancé l'opération Dignité à Benghazi, son message était un message qui était « Je vais délivrer la ville ». Des milices extrémistes qui y font régner l'insécurité et la terreur. Et son opération s'est transformée en une sorte d'opération de grande ampleur contre les groupes liés de manière très différente, soit à l'islam politique, soit à la révolution, soit vraiment à des idéologies beaucoup plus radicales et militantes. En particulier, la lutte à Benghazi à l'époque était concentrée au départ contre Ansar al-Sharia, qui était très important à Benghazi, qui a joué un rôle effectivement majeur dans la sécurité. Mais quand Haftar a lancé son opération Dignité, il ne s'est pas contenté d'affronter Ansar al-Sharia et d'autres brigades considérées extrémistes. Il a en gros mis dans le même sac et dans le même panier tous les groupes armés qui avaient une vision plus liée soit à l'islam politique, soit à l'islam radical. Et il a, en faisant ça, poussé même à des alliances complètement contre nature entre des gens qui étaient dans une optique révolutionnaire, islam politique pragmatique, participation au jeu politique, et des djihadistes et des militants extrémistes, en particulier Ansar al-Sharia et les groupes parallèles. Mais faisant cela, il est entré, entre guillemets, sur un terrain et il a profité de la compétition entre Ansar al-Sharia et d'autres milices salafistes qui se faisaient même compétition sur le terrain local pour contrôler les institutions religieuses et pour imposer leur ordre sur le terrain. Et très rapidement, en 2014, il s'est allié à certains groupes armés salafistes avec deux objectifs. Un, ces groupes armés salafistes, souvent, avaient une présence locale assez affirmée et ils avaient une capacité aussi au maintien de l'ordre dans certains quartiers et dans certaines zones. Donc pour lui, c'était une sorte de main-d'œuvre qui était utile et qui lui permettait de contrer en particulier les groupes radicaux et groupes djihadistes. Et donc l'alliance entre les groupes armés salafistes et Haftar a commencé à cette période-là, profitant de la compétition entre les deux groupes, entre Ansar et Sharia et les salafistes plutôt de tendance soutien au pouvoir, qu'on appellerait plus de tendance madrali. Il a opposé en fait ces deux groupes-là et il a utilisé ce discours de maintien de l'ordre de manière très claire qui a été très porteur auprès des salafistes madrali et dans l'Est et à l'Ouest. Et donc, la mouvance salafiste madrali est devenue une partie intégrante de l'armée nationale libyenne
à la fois parce que des éléments ont été intégrés dans un certain nombre d'unités, ou parce que certaines unités complètement salafistes ont été rattachées en fait au commandement général de l'armée nationale libyenne. Et certaines de ces unités d'ailleurs ont joué un rôle majeur à la fois dans l'offensive militaire contre la ville de Derna en 2018, si je ne me trompe pas, 2018 ou 2000, j'ai un petit trou de mémoire, mais en tout cas dans un peu un contexte proche de celui de Benghazi. Puis ont joué un rôle majeur dans le sud, en particulier dans la ville de Sebra, et de nouveau à Sirte, aujourd'hui, ville qui reste sous le contrôle de Haftar, vous avez un rôle majeur qui est confié à ces milices salafistes au motif, en fait, qu'ils sont plus organisés, plus disciplinés, plus professionnels et plus à même de maintenir l'ordre. Et c'est quelque chose qui a été complètement passé sous silence par les acteurs occidentaux, mais pas seulement pour ce qui concerne Haftar, si on veut être vraiment un peu plus complet. Il s'est passé exactement la même chose à Tripoli au moment de l'installation du gouvernement d'accord national de Fayez Serraj à la fin 2015. À la fin 2015, pour permettre l'installation en sécurité du gouvernement d'accord national, il y a besoin de s'assurer que sur le plan sécuritaire, les principaux groupes armés qui contrôlent la ville ne vont pas s'opposer à lui. Et là, un des principaux groupes qui se déclare prêt à assurer la sécurité de Fayez Serraj et de son gouvernement, c'est la fameuse force Rada, qui est dirigée également par une figure emblématique en fait, du mouvement salafiste Madrali. Et dans les deux cas, la mouvance salafiste Madrali était armée, d'une part, ce qui est une spécificité en quelque sorte libyenne, mais s'est positionnée sur le terrain, de soutien aux autorités en place, à la fois avec Haftar dans l'Est et avec le gouvernement d'accord national de Fayez Serraj, donc soutien aux autorités en place et imposition de l'ordre, capacité à maintenir l'ordre et la sécurité, ce qui veut dire lutter contre la criminalité, lutter contre les trafics de drogue, mais également détruire les lieux de culte soufis, imposer la ségrégation dans les cafés ou dans les restaurants entre hommes et femmes, et une vision d'un certain ordre moral qui, très clairement, est problématique pour une grande partie de la population. Juste une petite anecdote sur le sujet, j'ai discuté à plusieurs reprises récemment avec une organisation qui s'occupe de médiation entre groupes armés à propos de la situation à Sirte. Et le raisonnement un peu le même qui revient de manière un peu systématique de la part des acteurs occidentaux, c'est de dire la milice, la brigade salafiste numéro tant, a une capacité de contrôle importante sur la ville. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas interagir avec eux pour faire en sorte en gros, de leur confier un rôle majeur pour sécuriser la ville dans le futur? Et j'avais avec moi un collègue de Sirte qui a commencé à réagir de manière extrêmement mécontente en disant « Mais vous avez posé la question aux habitants de Sirte s'ils ont envie que la police soit assurée par les brigades salafistes ?» Et très clairement, on voit qu'il y a une sorte de fossé entre, évidemment, la capacité de contrôle qu'ont certains de ces groupes, la manière dont ils utilisent leur discours de restauration de l'ordre, mais aussi le type d'ordre qu'ils imposent aux populations sur le terrain. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été complètement passé sous silence et que les Occidentaux, France comprise, mais ça n'a pas été les seuls, ont complètement feint d'ignorer dans le cas de la soi-disant armée nationale de Haftar, comme ils ont feint aussi d'en ignorer l'importance dans les arrangements sécuritaires à Tripoli à partir de 2016. Et c'est un point qui a été politiquement quasiment pas discuté et qui est effectivement extrêmement problématique. Merci beaucoup. Alors, on commence avec les questions du public. La première question de Sraina. Bonsoir. Pensez-vous que sans les pressions étrangères, ce nouveau gouvernement n'aurait pas pu voir le jour? Oui, je pense que les pressions étrangères ont joué cette fois-ci un rôle absolument important. Et comme on l'a vu à différents niveaux, en fait, à la fois russe et turc, la médiation américaine, le rôle onusien, pas vraiment, je pense, mais disons que ça a facilité. Mais je crois que oui, le changement de paradigme des acteurs internationaux a joué un rôle majeur. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il est très important que dans cette phase nouvelle, les pressions étrangères
ne diminue pas. Ou alors que certaines pressions étrangères ne diminuent pas quand d'autres vont rester très importantes. Alors, une question de notre chère amie Basma. Bonsoir Basma. Bonsoir Virginie. Peux-tu préciser le rôle de la France? Est-ce qui amène Macron à revoir sa position? Pardon d'avance si tu en as parlé, car j'ai pris la conférence en cours de route. Je pense que pour ce qui est du rôle de la France, d'abord, il y a toujours eu une sorte d'ambiguïté maintenue dans le discours diplomatique, qui causait d'ailleurs souvent un peu des problèmes à la diplomatie du Quai d'Orsay, parce qu'ils avaient à tenir un discours qui était un discours selon lequel la France soutenait les efforts des Nations Unies, soutenait la médiation, soutenait un gouvernement d'union nationale, mais dans le même temps, en particulier par le biais des instruments plus militaires, se retrouver à soutenir directement Haftar. C'était une position très, très ambiguë qui a été mise à jour assez rapidement et qui a valu à la France d'être beaucoup critiquée et marginalisée. Je pense que déjà, depuis l'été 2020, quand il est apparu clairement que Haftar n'allait pas réussir à prendre Tripoli, que l'offensive avait échoué, que les Russes se retiraient dans la région centrale, que les Égyptiens aussi commençaient à se rendre compte que Haftar peut-être n'était pas le bon cheval, la position française a déjà été un peu réévaluée. Il était très clair que Haftar avait été défait militairement et donc il y avait un besoin absolument impératif de diversifier aussi et de s'assurer que les canaux de communication et les liens avec d'autres acteurs pouvaient être restaurés. Et c'est ça qui a amené d'ailleurs la France, où certains acteurs français a essayé de renouer avec le gouvernement d'accord national à Tripoli, de se rapprocher de Fatih Bechara, le ministre de l'Intérieur, pour essayer de réouvrir des canaux et de reconstruire la confiance avec des acteurs qui avaient été non seulement marginalisés, mais agressés quasiment par la politique française. Aujourd'hui, alors que ce gouvernement d'union nationale vient d'être formé, évidemment la France, comme tous les autres acteurs extérieurs, ont un grand intérêt à se rapprocher du gouvernement en place et à profiter de l'ouverture qui apparaît assez probable, en tout cas sur le terrain économique. Merci. Alors, une question de Céliane Massé. La perspective des élections à la fin de l'année est-elle vraiment crédible? Quid de la procédure, nouvelle constitution, référendum, loi électorale qui doit précéder le scrutin? Bonsoir Célian. Justement, c'est un peu le point que j'ai abordé très brièvement durant la présentation. Cette date des élections a été fixée déjà au 24 décembre 2021, mais elle apparaît peu facile à tenir pour plusieurs raisons. D'abord, la volonté des acteurs eux-mêmes. Quand on écoute Abdelhamid Dbeiba parler ou se positionner son gouvernement, on n'a pas vraiment la sensation qu'il est là seulement pour quelques mois et pour gérer les affaires courantes. Alors certes, il a un certain nombre de dossiers majeurs à affronter, mais on a quand même la sensation qu'il est en train de s'installer et de placer et de s'entourer de gens fiables avec lesquels travailler. Donc ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est toute la question du cadre constitutionnel et du cadre légal. Et là, on est dans une situation d'impasse totale. Le processus constitutionnel a déjà été bloqué depuis 2014 du fait d'un certain nombre de points centraux qui demeurent des points de conflit politique, en fait, pas du tout des questions techniques, mais des points qui n'ont pas été résolus sur la question de l'appareil de sécurité, sur la forme de l'État, sur la décentralisation, la réforme des ressources, etc. C'est des sujets qu'aborde la Constitution et le texte actuel en l'état continue à être rejeté par un certain nombre d'acteurs, mais de manière plus importante, le Parlement, la Chambre des représentants, qui demeure pour l'instant l'organe législatif, bloque le processus d'adoption et d'un référendum ou d'un accord sur cette question constitutionnelle. Et il paraît difficile d'organiser une élection ou des élections générales sans un cadre constitutionnel clair. Donc, il y a un certain nombre d'options qui sont discutées, mais pour l'instant, aucune
solution n'émerge et aucun consensus ne se dessine. Donc, c'est très clairement un point, un problème et un défi majeur. Ils sont liés à ça, comme je l'évoquais aussi, des questions liées à la loi électorale, qui doit également être adoptée, à des questions et à des contestations du découpage électoral qui, dans le contexte actuel, il y a une fragmentation très considérable de la carte électorale qui fait qu'aujourd'hui, les circonscriptions correspondent en grande partie à une sorte de découpage tribal ou identitaire ou très local. Et beaucoup réclament une sorte de réforme de la loi électorale qui soit favoriserait un scrutin de liste et donc pas des figures notables locales, soit une sorte de circonscription unique et qui pourrait comme ça couper court à ce poids du tribalisme sur les élections. Mais toutes ces questions-là sont des questions qui sont l'objet de contestations et de conflits. Et pour l'instant, on ne voit pas d'avancée très claire sur aucun de ces sujets. Donc, c'est évidemment un autre point qui met un peu en péril l'idée d'organiser des élections dès le mois de décembre. Merci Virginie. Il nous reste encore 6-7 questions. On va essayer de faire des réponses plus courtes, s'il te plaît, parce que pour rester dans le temps. Question de Rim El Guide, Suède. Bonsoir. Quels seront les impacts de l'évolution de la situation libyenne sur la Tunisie d'un point de vue sécuritaire, économique, politique? La situation libyenne a un impact surtout en Tunisie. Très clairement économique, mais c'est d'ailleurs pour ça que les liaisons entre les deux pays ont été rétablies en dépit de la crise Covid. L'économie tunisienne a besoin de la présence libyenne et de l'activité libyenne. Évidemment, s'il y a un nouveau gouvernement, comme c'est le cas, ça devrait favoriser une relance des échanges. Je crois que le président tunisien s'est rendu à Tripoli déjà la semaine dernière. Donc, a priori, un effet positif sur la Tunisie à tout point de vue. Et c'est ce qui semble s'annoncer pour le moment. Une question de Taoufik Ayadi. Pouvez-vous m'éclairer sur la position des États-Unis concernant la question de la Libye? Je pense que tu as déjà... Les États-Unis ont été assez absents du dossier libyen pendant toute la présidence Trump, à l'exception de certaines interventions très ciblées dans le domaine du contre-terrorisme et l'intervention sur les questions économiques et en particulier pour éviter que le pétrole ne soit vendu hors des canaux légaux de la compagnie nationale pétrolière. En revanche, ils se sont beaucoup plus impliqués au cours de la deuxième partie, depuis la deuxième moitié de l'année 2020, au niveau plus du département d'État visiblement et de l'ambassadeur, avec l'idée, je pense, en arrière-plan, justement encore de cette question économique prédominante et d'essayer d'éviter un écroulement, en fait, un effondrement de l'État et du gouvernement et du budget, et pour s'assurer que la situation économique demeurait gérable. Je pense que ça a été le facteur prédominant. Merci beaucoup. Et, pardon, oui. Éviter que la présence russe ne devienne durable et imposante. C'est très clairement quelque chose qui est devenu aussi majeur. La position américaine s'explique en partie par l'opposition à la présence russe sur le flanc sud de l'OTAN et le flanc sud de l'Europe. C'est un point important que je n'avais pas mentionné. Une question de notre chère amie Anne-Sophie Schiffer. Alors que les acteurs de la société civile et de la défense des droits de l'homme souhaitent engager un travail sur les futures élections, quotas pour les femmes, formation, etc., quelles recommandations à envisager face, comme vous le dites, à une absence de loi électorale et de constitution? Comment évaluez-vous la volonté de maintenir l'échéance électorale face à des enjeux économiques et militaires bien présents, voire majeurs? Je crois que du côté de la population libyenne, l'intérêt pour les élections est très grand. Il y a une volonté, en fait, que ces élections aient lieu. Je le vois en cours de travail, un travail que je fais en ce moment avec un certain nombre de jeunes, en fait, de toute la Libye. Il y a une volonté d'essayer de s'organiser aussi pour faire pression et pour faire entendre la voix de la société civile dans son ensemble, en fait. Encore une fois, toutes les différentes tendances pour
faire en sorte que les autorités respectent cet engagement à organiser les élections. Mais tous se demandent quels instruments utiliser, comment faire pour faire pression. Et donc, il y a un débat, une réflexion, ce qui malgré tout est positif, au sein de la société civile aujourd'hui, autour de quels moyens et quels instruments utiliser pour pouvoir faire pression sur le gouvernement en ce sens. Alors, question de Soukaina Mamad. Elle nous remercie. Merci Soukaina. J'aimerais bien savoir que pensez-vous du rôle du Maroc en vue d'une solution à la crise politique libyenne, passant par l'accord de Skhirat en 2015 à la réunion qui s'est déroulée en septembre dernier entre les parties libyennes dans la station balnéaire de Bouzenka et les discussions du comité libyen entre 2 et 6 octobre, ensuite le troisième entre le... Voilà, tout ce qu'il y a eu au Maroc, quel rôle le Maroc peut jouer? Le Maroc a tenté et a joué de fait un rôle en soutien dans un premier temps au processus onusien, en particulier 2015, comme vous le rappelez, l'accord de Skhirat a été signé au Maroc. Mais il y a eu ensuite des tentatives répétées du Maroc de se repositionner comme un médiateur important. Ça fait bien sûr aussi partie d'une sorte de compétition entre les pays du Maghreb et les pays de la région pour faire office de médiateur. Le Maroc a été un peu plus efficace que d'autres sur ce terrain-là. Et il y a très clairement, le Maroc cherche une sorte de place diplomatique sur ce dossier-là. Il a en particulier essayé de médier entre le Parlement élu de l'Est et celui de l'Ouest. Donc, il a développé un certain nombre de relations, essaye de jouer un rôle. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins clair quel va pouvoir être le rôle du Maroc dans la période future. Mais disons que ça leur a permis au moins d'établir des contacts avec un certain nombre de parties libyennes qui vraisemblablement peuvent être utiles dans une phase ultérieure. Alors, une question de Samira Benzel Arab. Pardon. Bonsoir Samira. Est-ce que la crise sanitaire n'a-t-elle pas aidé au cessez-le-feu? Non, je ne crois pas. En fait, pour être très direct je ne crois pas que la crise sanitaire ait eu un impact quelconque sur la situation militaire et sécuritaire. Non pas pour dire que tout le monde s'en fiche, mais sur le plan cessez-le-feu, ça n'a pas eu d'impact, je pense. Une question de Sami Ben Abdelrahman. Combien de mercenaires apportés par la Turquie restent-ils? Y a-t-il une chance sérieuse qu'ils quittent le pays? Alors, très sincèrement, je n'ai pas une vision très claire du nombre actuel de mercenaires qui sont en soutien à la Turquie. Ce sont essentiellement des mercenaires syriens. Et je pense que c'est peut-être les seuls qui ont une chance de sérieusement quitter le pays du fait de ce que j'exposais sur le fait que la Turquie, même sans les mercenaires, peut maintenir une présence militaire directe sur le territoire libyen, ce qui n'est pas le cas des autres. Alors, une question d'Emeric Van Latem. Excusez-moi si je prononce mal. Est-ce que les chefs des principaux groupes armés à Tripoli, comme au Fezzan, se sont positionnés vis-à-vis de ce nouveau conseil présidentiel et de ce nouveau gouvernement? Je ne crois pas avoir vu de prise de position officielle. La plupart des groupes à Tripoli et au Fezzan sont susceptibles, si le gouvernement se met à fonctionner et assure leurs intérêts, de soutenir le gouvernement et le conseil présidentiel. Ce qui est plus probable, c'est des compétitions entre ces groupes armés, surtout à Tripoli, pour augmenter leur influence et prendre plus de poids sur la carte politique et militaire. Donc, pour ce qui est du Fezzan, on a souvent vu des retournements de veste et une capacité à changer de sponsor si la situation se présente plus favorable. Très bien, merci. La dernière question, Nejmeddin Hamrouni. Bonjour, qu'en est-il du rôle des acteurs du pays du Maghreb? Sommes-nous dans une dynamique de marginalisation de ces acteurs, notamment l'Algérie? Merci. Marginalisation, ils n'ont pas forcément eu un rôle majeur sur la crise. Ils ont subi la crise, ils ont essayé de se positionner en médiateur, mais ils n'ont pas forcément eu un rôle majeur sur les dynamiques de conflit. Pour ce qui concerne l'Algérie, la situation est un peu plus problématique, alors qu'eux avaient un certain rôle
Il semblerait que la crise actuelle au sein des organes du pouvoir et la situation générale en Algérie ait considérablement affaibli le gouvernement et la capacité en fait de l'Algérie à jouer un rôle. On est dans une situation où l'Algérie se trouve vraiment plutôt marginalisée, oui. Sur ça, merci beaucoup Virginie. On a passé un moment très riche. Ça, ça nous donne envie d'approfondir un petit peu notre connaissance sur la région et notamment sur la Libye. Merci pour ton temps, merci pour le temps que notre cher public a consacré pour nous suivre. Je vous annonce que la semaine prochaine, mardi prochain à 18h30, pareil, nous avons rendez-vous avec un sujet assez sensible, j'allais dire explosif, intitulé Les filières djihadistes en procès, deux points, une étude ethnographique à la Cour d'assises de Paris, qui va être présentée par Sharon Vey. Alors, à la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité. Merci encore, chère Virginie. Merci Salam et merci à tous. Passez une bonne soirée. Merci. Au revoir.